exprimer mon plaisir à assister à ce colloque de J-Call et salutations d'Angleterre de Engage et des copains en Engage. Je veux que vous m'excusez pour mon français pénible et mon accent même pire. À cause de ça, je vais lire mes petits mots. Alors, je veux commencer par un rappel historique. Il y a 5-6 ans, merci. Il y a 5-6 ans, quelques activistes longtemps anti-zionistes ont réussi à gagner pour la première fois un vote dans notre syndicat, la Association of University Teachers, pour un boycott des universitaires israéliens. On a remis en question ce vote pour des raisons de procédure. Une assemblée spéciale a été convoquée par le syndicat. À peu près 300, je crois, délégués sont venus, y compris moi. Et après un grand débat, la proposition de boycott a été rejetée. Les opposants au boycott ont eu la majorité des voix et aussi, à mon avis, des meilleurs arguments. Bien sûr, un mouvement anti-zioniste a longtemps existé dans une fraction de la gauche en Angleterre. Dans les années 80, le plus grand parti de la gauche radicale en Grande-Bretagne a appelé Israël l'État illégitime et a refusé la porte, s'il vous plaît. Merci. Et a refusé de reconnaître dans les universités les associations juives parce que l'on a pensé qu'elles étaient zionistes. Mais c'était la première fois que le mouvement anti-zioniste essaie de convaincre le syndicat de soutenir un boycott et il a perdu. Pourquoi le parti du boycott a-t-il perdu à ce temps-là? À mon avis, merci. Merci. Le problème, c'est que la seule voie d'accès C'est bon? Oui. Ah! Vous devez me dire. Pourquoi le parti du boycott a-t-il perdu à ce temps-là? À mon avis, il ne pouvait pas expliquer deux problèmes en particulier. D'abord, la question de pourquoi Israël. Il y avait beaucoup d'autres pays, bien sûr, où l'histoire de violation des droits de l'homme était bien pire que les violations commises par Israël. C'est vrai que l'occupation du territoire palestinien mène nécessairement aux abus contre le peuple palestinien. Mais le niveau des violations est quand même beaucoup moindre qu'en Chine, qu'au Sri Lanka ou en Syrie, ou peut-être moins que les abus commis par les forces américaines et britanniques en Irak, peut-être. Alors, le premier problème, pourquoi sélectionner l'État juif? Pourquoi exclure les universitaires israéliens et seulement les Israéliens de la communauté scientifique mondiale? C'est sûr que ce n'était pas seulement une question des droits de l'homme. Et puis, la question de pourquoi les universitaires?
Pourquoi cette cible? Pourquoi tenir les universitaires responsables pour les actions de leur gouvernement? D'habitude, dans le syndicat, on apporte un soutien à la société civile contre un gouvernement ou un appareil étatique répressif. On supporte les syndicats étrangers contre leur propre gouvernement. Mais cette fois, c'est une exception à la règle. Cela a semblé bien imprudent car les universités israéliennes fournissaient un espace important pour les voix plurielles, y compris des voix pour la paix et des voix pour la fin de l'occupation. Il semble que le parti du boycott n'a pas fait la distinction essentielle entre le peuple et leur État et qu'elle a voulu discriminer quelques universités à cause de leur nationalité. C'est tout. De toute façon, nous avons gagné et les boycotteurs ont perdu. On pourrait imaginer alors que c'était la fin de cette campagne. Mais en fait, ce n'était que le début. Depuis, tout est devenu de pire en pire dans notre syndicat, et plus largement aussi. Première difficulté, la rhétorique contre Israël est devenue encore plus fantasmagorique. C'est un mot? Israël est assimilé à l'apartheid d'Afrique du Sud, le zionisme au nazisme, Gaza au ghetto de Varsovie. Les Israéliens rient quand les Palestiniens souffrent. Le zionisme est essentiellement expansionniste. Le but du zionisme est toujours la purification ethnique. Deuxième difficulté, la rhétorique contre les supporters d'Israël est aussi devenue fantasmagorique. Le lobby zioniste n'est pas seulement un groupe de pression, c'est une puissance mondiale à laquelle même le gouvernement américain ne peut pas résister. Il est responsable des guerres, non seulement des guerres auxquelles Israël prend part, mais aussi la guerre en Irak et peut-être en Afghanistan. Nous entendons que le lobby zioniste est si puissant qu'il peut forcer les journaux à ne jamais publier les critiques robustes d'Israël, si puissant qu'il peut forcer l'Union européenne à appeler toute critique d'Israël antisémitisme, si puissant qu'il peut pousser la commémoration de la Shoah vers la défense des Juifs, uniquement des Juifs, et contre l'humanité universelle. Nous commençons à entendre que les victimes de la Shoah, les Juifs, sont devenus maintenant, selon un processus d'éducation intergénérationnelle, les bourreaux des Palestiniens. La plupart des Juifs, dit-on, sont devenus indifférents à la souffrance des autres. Troisième difficulté, on voit le développement dans la rhétorique contre Israël et contre les supporters d'Israël des tropes classiquement antisémites pour comprendre et traduire les conflits au Moyen-Orient. Quelquefois, ces manières de voir antisémites sont bien vulgaires. Un petit exemple. Une commission d'enquête des syndicats irlandais a récemment rendu compte d'une visite en Israël et Palestine. Le contenu était très critique, bien sûr, à l'égard d'Israël, et l'exposé décrit un meurtre rituel d'un prêtre par les colons israéliens. Il était tué, on dit, il était tué avec une hache de façon rituelle par les colons zionistes qui ont voulu purifier la région de toute trace de christianisme. Assassiné quand il faisait les vêpres, ses yeux étaient arrachés et 3 de ses doigts étaient tranchés.
les doigts avec lesquels il faisait le signe de croix. On a écrit ce passage dans l'enquête d'un syndicat. Bien sûr, cela a troublé la petite communauté juive en Irlande. Quand on parle des meurtres rituels par les colons, ou dans un autre exemple, le vol d'organes corporels par l'armée israélienne, on franchit une ligne. Chaque année, depuis 6 ans, notre syndicat, qui est beaucoup plus large qu'avant et qui s'appelle maintenant UCU, University and College Union, propose un boycott des universités en Israël et chaque année, la résolution est adoptée. Chaque année, il y a un préambule qui dit que la critique d'Israël ne peut pas être considérée comme antisémite. On annule même la possibilité que certaines formes de critique d'Israël puissent être antisémites. Le syndicat n'exclut personne de la communauté universitaire mondiale, sauf les Israéliens, pas antisémites. Le syndicat invite un syndicaliste sud-africain à faire un tour en Grande-Bretagne pour appuyer le boycott, un syndicaliste qui a été reconnu coupable de discours de haine contre les Juifs par la Commission sud-africaine des droits de l'homme, pas antisémite. Israël meurtre des enfants, pas antisémite. Israël contrôle la politique extérieure des États-Unis, pas antisémite. Les Juifs inventent l'antisémitisme uniquement pour invalider la critique d'Israël, pas antisémite. Une chose en plus, si ça va. Maintenant, le parti du boycott annonce que la définition de l'antisémitisme avancée par la Commission Monitoring de l'Union européenne est invalide parce qu'elle confond la critique d'Israël et l'antisémitisme. Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais le syndicat a voté pour se débarrasser de cette contrainte sur la parole libre, sur la liberté d'expression, et quelques intellectuels antisionistes ont assuré que le syndicat n'a rien fait de mal. Quelle formulation de l'antisémitisme est mise en sa place? Aucune. Ici, on attaque les institutions intégrales, les derniers mots, de la nouvelle Europe. On fait marche arrière dans la lutte européenne contre cette aide prolongée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre sujet, le thème de cette table ronde, s'appelle la délégitimation d'Israël, et on entend par là la délégitimation pratiquée par les ennemis de l'État d'Israël. C'est ce que je parlerai dans un instant. Mais avant, je dois dire qu'à titre personnel, il y a une autre forme de délégitimation d'Israël qui m'inquiète tout autant, en tant que juif et en tant qu'israélien. C'est la délégitimation qui est pratiquée par certains Israéliens et par certains amis d'Israël qui, par leur pratique et certainement par leur discours, portent atteinte à l'image d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, et quelquefois à la réalité d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Cette délégitimation-là, ce n'est pas de cela que nous allons parler maintenant, nous en parlerons, je pense, dans le reste de la journée, mais elle doit être présente, je pense, à nos esprits tout le temps, et c'est pourquoi je vais mentionner en introduction. Maintenant, je reviens au sujet principal de cette table ronde, qui est donc la délégitimation pratiquée, si je peux dire, par le camp d'en face. Et ce qu'on appelle délégitimation dans ce contexte, ce n'est pas, contrairement aux apparences,
l'opération inverse de la légitimation. C'est-à-dire que ce qui est en cause, ce n'est pas la légitimité d'Israël en tant qu'objet de droit international, et donc les réponses sur la légitimité d'Israël au regard des Nations Unies sont complètement, si vous me passez l'expression, à côté de la plaque. Le discours de délégitimation tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne dit pas que telle ou telle mesure prise par tel ou tel gouvernement israélien serait erronée, injuste ou criminelle. Ce qu'il dit, c'est que toute mesure prise par tout gouvernement israélien est nécessairement mauvaise parce qu'elle reflète la nature intrinsèquement mauvaise d'Israël. Il y a là une essentialisation de la critique d'Israël qui prend souvent la forme de la dénonciation du sionisme, le mot sionisme étant censé résumer dans la Vulgate actuelle tout le mauvais côté d'Israël. Et alors nous sommes tout d'un coup étonnés de constater que des gens dont nous sommes proches, avec qui nous pensions avoir des affinités politiques, se laissent prendre à ce discours et le reprennent et quelquefois l'amplifient. Ne pas réagir à cela serait manquer de respect envers ces gens-là, et ce serait aussi manquer de respect envers nous-mêmes et envers la vérité. La vérité, c'est que la délégitimation d'Israël, au sens que je viens de définir, est une pratique inadmissible qui doit être combattue à un double titre. D'une part, c'est un crime contre la paix, et d'autre part, c'est un vecteur de l'antisémitisme. Chacun des deux aspects peut être traité séparément, mais en fin de compte, ils se rejoignent, et on ne peut pas, dans le long terme, traiter de l'un en faisant abstraction de l'autre. La délégitimation d'Israël est un crime contre la paix. Contre la paix au sens de la reconnaissance réciproque du peuple israélien et du peuple palestinien. Parce que si on affirme qu'il serait possible de parvenir à la paix en niant les droits authentiques de l'un des deux peuples en présence, on ne se berce pas seulement d'illusions, on empêche de manière très, très concrète tout progrès vers la paix. Or, si nous acceptons comme principe directeur le principe deux États pour deux peuples, ça signifie d'abord que chacune des deux parties doit reconnaître l'existence de l'autre, et non pas un autre imaginaire qui a été construit sur mesure pour justifier des fantasmes de revanche ou de domination, mais un autre réel, avec son histoire, sa culture, sa volonté, ses désirs propres, même si, quelquefois, il nous gêne aux entournures. Et on a souvent reproché aux Juifs israéliens de ne pas avoir su ou de ne pas avoir voulu reconnaître la présence authentique des Arabes palestiniens. Et le paradoxe est que ceux qui leur font ce reproche, souvent à juste titre, parmi ceux qui leur font ce reproche, on en trouve tant qui agissent exactement de même à l'encontre d'Israël et de sa population juive. Quand on se refuse à reconnaître les droits politiques d'un groupe humain et qu'on s'affirme par ailleurs attaché au principe de la liberté et de la démocratie, on est naturellement, spontanément porté à nier l'existence même du groupe concerné. Pas de peuple, pas de droit. Pour ne pas reconnaître le droit, le moyen le plus simple est de nier l'existence du peuple. Et il y a là une certaine logique perverse, potentiellement une logique meurtrière, mais une logique quand même. Et c'est pour ça que ça marche. Et alors, dans l'opinion publique européenne, une opinion où s'est créé, et j'en suis heureux, un certain consensus pour reconnaître la légitimité d'une revendication arabe palestinienne, il y a aujourd'hui une violente polémique contre la revendication d'une identité juive israélienne. Et cette polémique s'enracine à la fois dans un certain anti-judaïsme musulman et dans un certain anti-judaïsme chrétien. Et par suite, elle renforce les mythes issus de l'un et de l'autre. Je vois des visages interrogateurs. Je suis prêt à entrer dans les détails tout à l'heure, mais je n'ai que 10 minutes, alors je ne veux pas gâcher le temps des 10 minutes à multiplier les exemples. Si vous voulez, j'y reviendrai dans un instant. Posez-moi une question là-dessus, ça me fera gagner du temps. Alors, comment répondre à tout ça?
pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était inutile d'argumenter et que la meilleure réponse, c'était les faits. C'est-à-dire, quand on nie l'existence des Israéliens, de la majorité juive d'Israël en tant que groupe humain, porteur de valeurs et titulaire de droits, eh bien, la meilleure manière de répondre, c'est de les montrer. Des sportifs, des universitaires, des artistes, des hommes politiques, des gens de tous les jours, on les montre, on les fait parler. Alors certains tiennent des discours qui nous plaisent et d'autres pas, mais ce sont des êtres humains et à force de leur parler, on finira par les reconnaître. C'est ce que je me disais, et alors est arrivé le moment du boycott. Nos amis britanniques ont été les premiers touchés, et je dois rendre hommage au travail accompli depuis des années par l'équipe de Engage, qui est admirable, exemplaire à bien des égards. Les universités françaises se sont relativement bien tenues dans un premier temps, mais je crains que la vague finisse par nous atteindre, de même que la vague des appels au boycott populaire s'est répandue en France après un certain temps où elle sévissait dans d'autres pays. Et quand on parle de boycott, il faut bien voir de quoi il est question. S'il s'agit de l'économie israélienne, les appels au boycott ont des effets pratiquement nuls. S'il s'agit d'influer sur l'opinion publique israélienne, le boycott est rigoureusement contre-productif, puisqu'il ne fait que renforcer ce qu'on prétend affaiblir. En revanche, qu'est-ce qui reste? Il reste ceci qui est le véritable scandale du boycott, c'est la traduction dans les faits du discours de dénégation. Le boycotteur dit à l'Israélien, vous n'existez pas parce que j'en ai décrété ainsi. J'ai refusé de reconnaître toute légitimité à votre État, à votre société, à votre peuple. Je ne vous ai pas vu, je refuse de vous voir, et c'est la preuve que vous n'existez pas. Alors, le boycott est sans doute la forme la plus odieuse de la délégitimation d'Israël. C'est celle qui nous touche le plus, et c'est celle qui risque d'avoir les effets les plus durables dans les pays d'Europe. Parce que c'est aussi la forme qui porte en elle le plus sûrement le virus de l'antisémitisme. Alors, est-ce que les porte-paroles du boycott sont tous antisémites? Certainement pas, et ils ne se vivent certainement pas en tant que tels. Mais la vérité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus inquiétante. Les thématiques anti-juives ne sont jamais aussi pernicieuses que lorsqu'elles sont véhiculées par des personnes qui, en toute sincérité, se croient immunisées contre ce fléau. On a rappelé il y a un instant très rapidement la question du vol d'organes au moment de la présence d'une mission israélienne en Haïti, les fantasmes qui se sont répandus dans le monde entier sur les Israéliens qui seraient venus en Haïti non pas pour opérer des victimes haïtiennes, mais pour prélever des organes. Et tout ça s'est développé sur un arrière-plan de meurtres rituels, etc. On a vu des discours complètement délirants, notamment sur des sites internet de l'extrême droite en France. Et j'ai été étonné, mais je n'aurais pas dû être étonné, de retrouver ça également sur le site internet du NPA de Quimper, qui en toute innocence, parce que c'était un argument antisioniste et qu'on pensait que c'était bon, a repris aussi la thématique des Israéliens voleurs d'organes en Haïti. Alors, est-ce que tous les gens qui disent ça sont antisémites et se vivent comme antisémites? Non. Je l'ai dit, c'est ça le plus grave. Il y a une démarche d'auto-aveuglement où un rôle central est conféré à ce que nos amis britanniques appellent la formule de Livingstone, du nom de l'ancien maire de Londres, et qu'on pourrait appeler chez nous la formule de Badiou-Hazan. Alors, en quoi ça consiste? On part d'un constat qui est que critiquer l'État d'Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme. Et prise au pied de la lettre, la formule est évidemment juste. Toutes les personnes présentes dans cette salle, je pense, ont pratiqué la critique d'Israël ou ont acquiescé à des critiques du gouvernement israélien et ne se considèrent pas comme antisémites pour autant. Le problème, c'est que la formule a été détournée de son sens littéral. Et elle a pris une autre signification, on peut résumer ainsi.
Ce qui est antisioniste ne peut pas être vraiment antisémite. En apparence, on réagit à une présomption de culpabilité selon laquelle tout discours anti-israélien serait soupçonné d'antisémitisme. En réalité, on a inversé les termes de l'argument. On a créé une présomption d'innocence selon laquelle tout discours antisioniste devrait être ipso facto exempt du soupçon d'antisémitisme. Le résultat, c'est que l'antisémitisme peut se donner libre cours dès lors qu'il est abrité dans les larges plis du drapeau antisémite. Je peux multiplier des exemples. Posez-moi des questions tout à l'heure. J'ai une liste d'une demi-douzaine ou d'une dizaine de personnalités françaises qui, sous les acclamations de la gauche anti-israélienne, ont proféré des discours ouvertement antisémites. Alors, il y en a un constat inquiétant, mais qui doit être énoncé haut et fort. Sinon, nous risquons de voir la délégitimation d'Israël intégrée à une vulgate militante et à travers elle au mode de pensée d'une génération. Alors, il ne faut pas se laisser obnubiler par cet aspect des choses, au contraire. Plus nous montrons notre présence sur tous les fronts du dialogue, de la paix et de la coexistence, plus nous contredisons les implications néfastes de ce discours. Et il me semble que la ligne doit être ferme dans tous les domaines. Alerter l'opinion sur les dangers que recèle le discours de délégitimation, ne jamais faire le jeu de ce discours en adoptant son langage ou ses méthodes, ne serait-ce que pour les contredire, et toujours résister, s'obstiner, lutter pour la paix et pour la reconnaissance réciproque au Proche-Orient et aussi en Europe. Merci. Je vous remercie. De toute façon, on pourra revenir via les questions. Jacques Ternero. Je ne suis pas signataire de l'appel de J. Cole et je voudrais démarrer mon propos en 2 minutes sur ce fait-là. Je ne suis pas signataire pour 2 raisons, parce que l'appel initial impliquait ce que Elie Barnavi vient de démentir là tout à l'heure, c'était de ne pas apparaître comme un appel de gauche, mais qu'au contraire, face à l'urgence, c'était un appel de gauche et de droite, et que la question n'était pas une question d'ordre idéologique. Mais dans l'appel initial, au contraire, il était bien mentionné la dimension morale de cet appel. Deuxième, je n'étais pas d'accord avec cela. Et deuxième point, c'était aussi l'exigence, la demande, il fallait faire pression, et en particulier que l'Europe et que les États-Unis fassent pression. Bien, je pense que c'est une attitude maladroite, erronée, et que ça n'avait pas à figurer. Ceci dit, je partage entièrement, et j'acquiesce totalement, à l'inquiétude d'Elie Barnavi. Il y a urgence. Et la première des urgences, et qui est à mon sens la plus évidente, c'est que si le statu quo perdure, il n'y aura plus d'État juif, mais il y aura un État binational, et une population juive devra asseoir son pouvoir sur une population minoritaire qui risque de devenir majoritaire d'origine musulmane. Si nous voulons que l'État du peuple juif existe, alors il y a urgence à séparer les peuples et les États. C'est la seule raison. Revenons au cœur de notre discussion, la délégitimation d'Israël. Aujourd'hui, la dernière passion idéologique planétaire, c'est la haine d'Israël. La religion moderne, la dernière des religions modernes qui rend les gens fous, c'est la haine d'Israël. En Europe, il n'y en a pas d'autre. Il y a 1 an, quand il y avait eu l'affaire de la flottille de Gaza, on a vu, pour la xème fois, des banderoles affichant le signe égal entre la croix gammée et l'étoile juive. Que des gens de gauche, que des gens progressistes, que des leaders des Verts ou du Parti communiste
et défiler à l'ombre de ce type de banderole est une infamie politique, intellectuelle et morale. L'analphabétisme que cette équivalence, dont cette équivalence témoigne, est effrayante dans le paysage intellectuel aujourd'hui. Montrer ce signe, mettre cela, est un crime contre la pensée, un crime contre la vérité. Et tout à l'heure, en entendant Vincent Peillon, et j'approuvais ce qu'il disait, j'aurais eu envie de lui demander, mais qu'en sera-t-il des alliances que le Parti socialiste va faire avec les Verts, avec le Front de gauche, avec des communistes, qui, eux, ne se sont pas privés de tenir ou d'abonder dans ce type de discours. Il y a donc une clarification absolument nécessaire qui est totalement absente du débat politique actuel en France en ce qui concerne la politique étrangère par rapport aux enjeux de la future présidentielle. Et je crois que pour lutter contre la délégitimation d'Israël, notre rôle de citoyen ici en France serait de poser aux candidats à cette élection et à ceux qui le soutiennent des questions très claires sur la légitimité, sur le droit d'Israël à être en tant qu'État du peuple juif. Hélas, comme je l'ai dit il y a une minute, la religion moderne, qui est la haine d'Israël, est trop forte. On est dans la passion. Et tout à l'heure, Meir Weintrater faisait état de ceux qui, du côté israélien, ne nous aident pas. Effectivement, que ce soit un historien israélien, Shlomo Sand, qui a été l'auteur de ce livre invraisemblable, Comment le peuple juif fut inventé, ce qui, par induction de l'idée, veut dire, présuppose que le peuple juif n'existe pas, et donc une création artificielle. Et si c'est une création artificielle, s'il n'y a pas de peuple, ce non-peuple n'a pas besoin d'un État. J'avoue que le livre de Shlomo Sand a été le summum dans l'invention de l'argumentaire fondamental anti-israélien visant à délégitimer Israël et à proposer de substituer à la légitimité d'Israël une autre légitimité qui serait celle de la Palestine. J'ajoute aussi dans le paysage contemporain, en décembre 2010, le supplément d'âme pour la dinde au marron de Noël a été pour 3 € le petit opuscule de Stéphane Hessel, Indignez-vous, avec cette indignation sélective absolument terrifiante qui a fait de la Palestine la cause des causes. Encore une fois, je suis pour la création d'un État palestinien, l'État du peuple palestinien vivant à côté d'Israël. Et ce qui est proposé, qui a été vendu à 1 500 000 exemplaires, c'est la délégitimation de l'État d'Israël parce qu'étant un État structurellement fasciste, colonialiste et criminel. Et il est remarquable aujourd'hui, dans le moment présent, où le président Assad a apparemment plus de 1500 morts sur les bras, où on a massacré à par soumission à ce que Barnavi a très bien dit, ce golem qui s'appelle les implantations et les colons idéologiques en particulier, et nous sommes coincés, d'une part, par la nécessité de lutter contre ce pouvoir politique israélien qui mène Israël dans le mur, mais en même temps, nous devons, ici, en France et en Europe, affirmer, mais en s'arc-boutant, avec une force de plus en plus importante, nous devons dénoncer ceux qui, couverts de progressisme et d'émancipation, nous dit Israël n'a pas le droit de vivre. Et nous sommes coincés dans cet espace politique, et je ne pense pas que céder l'ombre d'un pouce de terrain devant ces agressions, soit du 9-3, les jeunes des banlieues, les machins qui, eux...
mais qui sont soutenus aussi par la complaisance politique, parce que il y a un potentiel électoral. Bref, cet ensemble, cette nébuleuse, qui fait que on va trouver des vertus à un certain nombre d'imams hystériques, et qu'en même temps, du côté des partis laïcs de gauche, le parti de M. Besancenot, qui défilait derrière ceux qui faisaient la prière dans la rue au moment de la flottille de Gaza, voilà le spectre politique auquel on est confronté, et il y a urgence à dire et à affirmer que ça n'est pas rendre service à la cause palestinienne que la complaisance envers tous ces travers, envers l'islamisme, qui peut être soudain considéré comme une pensée progressiste, envers les fanatiques de la cause palestinienne. Si nous voulons défendre Israël, et si d'autres personnes veulent défendre la Palestine, la seule solution réside bien dans le texte de cet appel, appel à la raison, c'est-à-dire ne plus se payer de mots, ne plus faire de la cause palestinienne la cause des causes, et qu'enfin des paroles raisonnables, modérées, posées, qui font que des peuples ont chacun la légitimité, puissent vivre ensemble. Mais toute complaisance à l'égard de toute agression supposée progressiste qui affiche le signe égal entre la svastika et l'étoile juive est une infamie. Maurice Safran. Oui, j'essaie d'être le plus bref possible pour que la salle puisse s'exprimer et qu'on puisse débattre entre nous. Contrairement à Jacques, j'ai été parmi les premiers signataires de cet appel. On peut évidemment tourner en rond et faire l'ensemble des constats qui ont été établis autour de cette table sur la délégitimation d'Israël, sur la folie antisioniste d'une partie de la gauche qui est à combattre pied à pied, etc. etc. Je pense que ce n'est pas pour cela, ou plus précisément, ce n'est pas uniquement pour cela que nous avons estimé utile de créer cette organisation J-Call. Je crois qu'il faut maintenant franchir le stade d'après et partir de cette idée, sinon, de mon point de vue, créer J-Call n'a pas le moindre intérêt. J-Call, c'est pour faire de la politique. C'est pour faire de la politique. C'est plus uniquement pour constater qu'une partie de la gauche n'est pas gentille. C'est pas uniquement pour se rappeler entre nous, et ça nous fait plaisir que depuis 40 ans, chacun des gens qui sont autour de cette table explique qu'il faut un État pour les Palestiniens et un État pour les Israéliens, etc. Et on va continuer dans les 20 dernières années de vie qui nous restent, dans les 30 dernières années de vie qui nous restent, à toujours répéter qu'on est pour un État palestinien et pour un État israélien, etc. etc. Je crois que nous n'en sommes absolument plus là. Et c'est sans doute la principale différence que j'ai avec Jacques. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit dans son propos liminaire, et probablement aussi avec ce qu'a dit Meir, parce que je voudrais qu'il m'apporte quelques précisions ensuite sur sa phrase sur la délégitimation pratiquée par certains amis d'Israël. Sand ou des gens comme ça sont des ennemis d'Israël, en fait, israéliens et ennemis d'Israël. Donc j'aimerais savoir, je pose déjà la première question, qui sont ces amis sincères dans Israël qui provoquent la délégitimation d'Israël, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que nous devons intervenir sur le plan politique, sur l'ensemble des terrains. Sur l'ensemble des terrains. Effectivement, aujourd'hui, une partie de la communauté nationale estime à tort ou à raison
que les Juifs, la communauté juive, c'est compliqué de savoir d'une part ce que c'est les Juifs en France et ce que c'est la communauté juive, mais que les Juifs se désintéressent de la souffrance sociale et de la souffrance qui ne les touche pas directement. Des gens de plus en plus nombreux en France pensent que c'est le cas. Il faut leur répondre. C'est faire de la politique, ça. Nous n'avons aucune raison, si nous estimons qu'elle se trompe, nous n'avons pas la moindre raison d'avoir la moindre attitude prudente vis-à-vis de la communauté organisée. Si nous considérons que si sur tel ou tel point la communauté juive organisée ne fournit pas les réponses sur le plan politique que nous sommes en passe d'attendre d'elle, nous avons à le dire. C'est un second point pour moi qui est tout à fait fondamental. On ne peut pas rester que dans le constat. Parce que le constat, Jacques, il est aussi plus compliqué que ce que tu dis. J'ai cru, par exemple, que le livre de Alain Badiou et Éric Hazan serait un événement politique tout à fait central dans le débat que nous avons. C'est un échec total, c'est un bide absolument radical, c'est un livre qui n'a intéressé personne. Donc on peut continuer aussi de se faire peur, de se dire qu'il y a une extrême gauche extrêmement puissante, totalement folle sur la question d'Israël, et elle est totalement folle, cette extrême gauche sur la question d'Israël. Mais ce livre, qui devait être un événement tout à fait important, c'est un bide absolu. Donc on peut aussi prendre cet exemple-là. Je pense qu'effectivement, notre rôle principal, et c'est le point central sur lequel je voudrais insister, parce que tout le reste qui a été exprimé à cette table, je le partage, notre rôle principal aujourd'hui, c'est faire de la politique, intervenir sur tous les plans en politique. Quand le président de la République, sur le Proche-Orient et la question d'Israël-Palestine, change de ligne, change totalement de ligne, entre le Sarkozy de 2007 et le Sarkozy du discours de la Knesset, il y a un changement de ligne absolument total. Il a rejoint à 98% le discours de la Knesset de François Mitterrand. Mais c'est à nous de le dire. C'est aussi ça, se battre contre la délégitimation d'Israël. C'est à nous qui passons pour une organisation de gauche, et je pense comme Élie que nous ne devons pas être une organisation de gauche, mais une organisation beaucoup plus large que la gauche. C'est à nous qui passons pour une organisation de gauche de dire que nous approuvons et nous appuyons la française vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. C'est notre rôle, par exemple. Et c'est beaucoup plus important, je crois, beaucoup plus important que de s'étriper autour d'un livre aussi stupide que le Hazan Badiou, qui, je le répète, n'a aucun écho dans la communauté nationale. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Nous ne sommes pas là entre nous pour nous dire entre nous des choses qui nous font plaisir entre nous. Nous sommes là pour mener un combat absolument politique. Et c'est de ce point de vue-là que je suis un peu inquiet de la tonalité des choses. J'ai l'impression qu'on se replonge dans des discussions judéo-juives qui sont importantes sans doute, mais ce n'était pas et ce n'est pas l'objectif de ce que nous avons essayé de faire. Voilà, pour l'instant, je m'en tiendrai là. Alors, il y a déjà eu en fait des interpellations ici à la table, mais je ne vais pas non plus frustrer la salle. Donc, puisque la table a été interpellée, qu'elle réponde, mais brièvement, et puis on donnera la parole à la salle. Juste un mot en réponse à une question posée par Jacques et une remarque de Maurice. Alors, ma remarque introductive était peut-être un peu cryptique tout à l'heure, alors je dois expliciter ce que j'entends par des faits et des propos qui portent atteinte
à l'image d'Israël en tant que démocratique, ça ne vient pas de gens qui se considèrent comme les ennemis d'Israël, mais au contraire, ça vient d'un certain nombre de responsables israéliens, ça vient de choses qui se font en Israël en ce moment même. Il y a des comportements de la part de certains députés au Parlement, à la Knesset, de la part de certains hommes politiques israéliens, qui sont à mes yeux scandaleux et qui sont contraires à l'idée que je me fais d'un État juif et démocratique. Et donc là, il y a une véritable atteinte à l'image d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, pas au nom d'une attaque contre Israël, mais au nom d'une prétendue défense d'Israël. Lorsque les gens croient ou font semblant de croire qu'il est possible de maintenir un État juif et démocratique avec une forte minorité arabe, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va tout droit qu'on s'enfonce tout droit dans la logique de l'apartheid et que donc on donne raison à tous ceux qui jettent le mot d'apartheid à la figure des Israéliens. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je ne vais pas rentrer là-dedans davantage. En ce qui concerne Azan Badiou, le livre est nul, comme beaucoup de choses que je lis sur ce sujet. Ce qui est inquiétant, c'est le phénomène. C'est ce phénomène d'auto-aveuglement qui existe dans une fraction importante, et pas seulement de l'extrême gauche, qui consiste à dire un discours. C'est la formule de Livingstone, version française. Hein. Un discours vraiment antisioniste ne peut pas être tout à fait condamnable. Si vous condamnez vraiment très fort Israël, vous ne pouvez pas être tout à fait méchant. Je donnerai un exemple qui m'a traumatisé il y a quelques années. Le directeur de Radio France, directeur de la rédaction, devenu à un moment donné patron de Radio France Internationale, Alain Ménargue, a été débarqué dans des conditions scandaleuses, le scandale venant non pas du fait qu'il ait été débarqué, mais de ce qu'il ait pu prononcer les paroles et écrire les textes qui justifient qu'il ait été débarqué. Ce type publie un livre qui est bourré d'emprunts à la littérature négationniste et néo-nazie. Il publie ce livre, et lorsqu'il est débarqué, pas à cause de ses publications, c'est-à-dire à cause d'une ou deux paroles qu'il a prononcées inconsidérément, y compris au micro de Radio Courtoisie. Et lorsque ce type est débarqué, on voit se lever un front pour le soutenir, avec toute la gauche pro-palestinienne qui le soutient comme le héros du jour. Et il faudra des semaines et des mois pour que des gens comprennent, et certains s'y refuseront et certains s'y refusent jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre que ce type est porteur d'un discours antisémite qui vient dire en droite ligne de l'extrême droite, c'est-à-dire des propos qui auraient suscité une réaction immédiate s'ils venaient de Le Pen, lorsqu'ils viennent de quelqu'un qui les prononce au nom d'une attaque contre l'État d'Israël, ça passe.